Nous allons aborder ici le troisième volet de notre étude qui a concerné les bases fondamentales de l'équitation, première cassette vidéo, le dressage du cheval en vue de l'obstacle, deuxième cassette vidéo, et qui celle-là s'est arrêtée au saut en non-intervention. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir le saut sous le contrôle total du cavalier, c'est-à-dire le saut de la haute compétition d'obstacles. Également, nous verrons l'étude des problèmes spécifiques au saut dans le cadre du parcours de la compétition. Bien, alors, quels sont les problèmes concernant le contrôle total du cavalier sur l'obstacle? Bien, ils impliquent un certain nombre de paramètres. Ces paramètres sont l'allure dans laquelle le cavalier veut entrer dans sa zone d'abord, la cadence du galop, le placement de la battue, ce que d'aucuns appellent le réglage de la foulée, et le réglage de l'équilibrage du cheval. Et là, attention, parce que nous abordons le problème de l'équitation, de la haute équitation de saut d'obstacle, le vrai problème, le grand problème, le problème fondamental, soyons tentés de dire le seul problème. Bien sûr, il y a les autres, et il n'est pas question de pouvoir les négliger, mais les autres sont secondaires, sont annexes. Ils ne font que concourir à permettre au cavalier de résoudre le vrai problème de la haute équitation de saut d'obstacle, qui est ce réglage de l'équilibrage au moment de la battue. C'est-à-dire donc de pouvoir déplacer la masse entre l'avant-main et l'arrière-main. Et si ce problème est le problème fondamental de la haute équitation de saut d'obstacle, pourquoi? Pour une raison, mais une raison extrêmement simple et extrêmement évidente. Regardez. Voici 3 sauts. Un même obstacle, mais attaqué à des distances différentes. Bien. Ces 3 sauts sont parfaitement valables. On peut très bien sauter cet obstacle parfaitement, mais en le prenant à une distance qui n'est pas toujours la même. Cependant, il y a une chose capitale, et qui est alors là totalement différente dans ces 3 sauts. C'est l'angle de la trajectoire. Plus le cheval attaquera loin, plus cet angle est faible, plus le cheval se rapproche de l'obstacle, et plus cet angle est élevé. Alors il est évident, mécaniquement parlant, que les forces musculaires qui doivent propulser une masse, n'oublions pas, de 6 à 700 kg, le poids du cheval et de son cavalier, qui doivent propulser cette masse pour décrire une trajectoire dans l'air, que ces moyens musculaires ne doivent pas être mécaniquement réglés de la même manière s'il s'agit de propulser cette masse dans un angle faible ou dans un angle fort. Tenez, faites vous-même une petite expérience, très facile. Prenez un poids, et ce poids, dites-vous que vous voulez l'envoyer le plus loin possible, donc sous un angle sensiblement de 45-50 degrés. Et mettez-vous dans l'attitude normale pour propulser ce poids. Vous allez voir, vous allez vous mettre à peu près comme ceci. Voilà le mouvement, très bien. Mais maintenant, dites-vous, ce poids, je ne veux pas l'envoyer le plus loin possible sous 45 à 50 degrés, mais je voudrais le faire passer au-dessus d'un fil qui est là, et donc l'envoyer sous 70-80 degrés. Qu'est-ce que vous allez faire? Ceci. Et voilà. Tout simplement, vous allez avoir changé votre équilibrage pour pouvoir propulser votre masse, votre poids, dans un angle différent. C'est exactement ce qui se passe sur l'équitation de saut d'obstacle. Il faut que l'équilibrage d'un cheval soit réglé différemment selon qu'il doit propulser sa masse sous un angle élevé, un angle moyen ou un angle faible. Et alors, si le cheval se trouve dans l'équilibrage exactement correspondant avec cet angle de trajectoire, alors le cheval, 1, saute avec le minimum d'effort, et 2, en ayant à sa disposition la totalité de son expression musculaire et de ses moyens musculaires. Tandis que s'il saute
avec un équilibrage qui ne correspond pas exactement avec l'angle de la trajectoire. Oh, ça ne veut pas dire qu'à chaque saut, il va renverser l'obstacle. Non, la plupart du temps, il le franchira. Il le franchira sans faute. Seulement au prix d'un effort musculaire excédentaire. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que tous les 10 obstacles, 15 obstacles, 20 obstacles, une fois de temps en temps, quand vraiment l'écart entre l'équilibrage et l'angle de la trajectoire, que cet écart est un peu trop important, et que donc il nécessite un effort musculaire excédentaire très fort, eh bien que de temps en temps, un peu par fatigue physique et psychique du cheval, ou parce que cet effort excédentaire est alors là vraiment trop fort, eh bien il y a une petite faute. Une faute bête. Vous savez, c'est comme ça qu'on les appelle en général. Cette faute bête qui représente toute la différence entre les très grands cavaliers, ceux aux résultats mathématiquement réguliers, et ceux qui ont de très bons résultats un jour, et puis un petit peu moins bien le lendemain, dont les résultats sont plus en dents de scie. Ils sont dus. La différence est due à cette faute-là. Cette faute qui est inscrite dans les lois mécaniques régissant la propulsion d'une masse sur une trajectoire, et ces lois mécaniques qui exigent que les moyens de propulsion soient réglés différemment selon qu'il s'agit de propulser cette masse dans un angle différent. Voilà le problème fondamental de la haute équitation de saut d'obstacle. Bien. Alors, si nous voulons essayer de travailler le mieux possible, et bien sûr, il faut au préalable, sur le plat, travailler le cheval et le cavalier aussi, s'il n'a pas encore l'habitude complètement. Il faut travailler sur le plat, le dressage du cheval, de façon à ce que le cavalier ait la possibilité, quand il va aborder les obstacles, de pouvoir, au cours des dernières foulées précédant la battue, eh bien, changer l'équilibrage du cheval. Aussi pour cela, nous allons d'abord voir le travail à effectuer sur le plat et qui va donner cette possibilité. Tout d'abord, rappelons-nous que le contrôle du cheval doit toujours impérativement s'effectuer sans aucune action de force. Donc il est préférable, dans un premier temps, de travailler en tenant ses rênes entre deux doigts, ce qui suffit amplement. Rappelez-vous, l'efficacité des actions dépend essentiellement des angles et du rythme avec lesquels elles sont effectuées. La première chose à acquérir pour le cavalier est le sens de la fixité de sa main. Regardez, si cela est à chaque foulée de galop, étant donné le mouvement de l'encolure, les rênes se tendent et se détendent. Une fois acquis ce sens de la fixité, le cavalier ne doit pas rester rigide. L'objectif est d'indiquer au cheval dans quel équilibre il doit rester, et le cavalier ne vient opposer la barrière que pour corriger un éventuel changement d'équilibrage de la part du cheval. Ensuite, nous allons commencer à effectuer des transitions avec variation d'équilibrage, et ceci par simple avancée et reculée de la barrière. Sur une ouverture franche, sentant qu'il peut allonger son encolure, le cheval en profite car cela le repose. En allongeant son encolure, il reporte du poids sur ses épaules, d'où allongement de l'allure. Et la plupart du temps, d'ailleurs, cet allongement est tellement naturel que le cavalier n'a même pas besoin d'utiliser ses jambes. Pour ralentir, le cavalier recule la barrière de ses mains. Le cheval, pour éviter de se cogner, remonte son encolure, et notamment la base de celle-ci. D'où report de poids sur les hanches, d'où ralentissement. C'est aussi simple et naturel que cela. Pour obtenir le report de poids sur les hanches, les jambes du cavalier doivent en général être très actives. Dans un deuxième temps, le cavalier effectue des transitions plus fortes, mais alors, lorsqu'il commence à reculer sa barrière, il doit se mettre en équilibre. Faute de quoi, il n'aurait pas l'absolue fixité de la main. Regardez, les rênes doivent toujours rester fluides, c'est-à-dire qu'à aucun moment, elles ne demeurent tendues. Le cheval ne peut donc prendre un appui qui aurait pour effet de provoquer une contracture. Regardez bien car nous verrons plus tard ce même travail face à l'obstacle, et tel qu'il est pratiqué,
par les très grands cavaliers. Il est nécessaire de temps en temps d'effectuer des allongements très rapides et de revenir en quelques foulées au tout petit galop, toujours par recul de la barrière, provoquant l'élévation de la base de l'encolure, ce qui permet l'abaissement des hanches. Tenez, vous allez voir ce mouvement effectué avec un cheval non encore habitué. Il se produit apparemment une certaine défense au début de la reprise, se traduisant par ce que l'on appelle la gueule en l'air. Ceci n'a aucune importance. Les actions étant brèves, le cheval ne peut se contracter en s'appuyant, et en raison de la souplesse de la ligne dorsale, les hanches s'abaissent. Dans ce galop où le cheval se meut en totale liberté musculaire, le cavalier a alors la possibilité d'entretenir les décontractions par un travail permanent en légère flexion latérale. Les mains doivent toujours travailler juste au-dessus de la bouche du cheval, et les actions s'effectuer par élévation des mains et non par tension ou pire, traction vers l'arrière. Dès qu'un cheval galope avec un centre de gravité suffisamment reculé, comme celui-ci, il est possible de lui apprendre les changements de pied au galop, ce qui est absolument nécessaire pour un cheval de compétition. Ce dressage est simple. Il suffit d'effectuer au petit galop de grands cercles et sur la ligne droite, toujours exactement au même endroit, arrêter et repartir sur l'autre pied. Voilà. Petit à petit, le cavalier va chercher à ce que ce temps d'arrêt devienne de plus en plus court, jusqu'à ne plus être par la suite qu'une sorte de petit cafouillage. Le cheval effectue un ou deux temps de trot de l'arrière-main avant de repartir sur le pied demandé. Et ce travail va s'effectuer tous les jours, une trentaine de fois de suite, et ce pendant 10, 12, 15 jours. Dès que le cavalier sent que ce temps d'arrêt devient extrêmement court, avant de passer d'un pied sur l'autre, alors il va essayer de demander le changement de pied au galop. En traversant légèrement son cheval, en général, celui-ci le donne tout naturellement. Et dans ce cas-là, bien entendu, beaucoup le caresser, le récompenser pour lui faire comprendre que c'est cela ce qu'on attend de lui. Par la suite, il faut continuer à régulièrement effectuer des changements de pied jusqu'à en faire en ligne droite tous les 3 à 4 temps. Voici maintenant le travail de base d'un cheval d'obstacle. Le travail en incurvation, au trot, les premiers temps, cède peu à peu la place à un travail au galop qui engendre un développement musculaire bien plus important et habitue par ailleurs le cheval à varier la répartition de son poids de l'avant-main à l'arrière-main et d'une épaule sur l'autre. Pour ce faire, énormément travailler au petit galop en alternant les incurvations sur des courbes serrées, des transitions avec variation d'équilibrage, des reports de poids sur l'épaule extérieure, ce qui est une forme de pratiquer l'épaule en dedans au galop. Et changement de pied, bien entendu. Incurvation. Allongement. Report de poids sur les hanches. Changement de pied. Nouvelle variation d'équilibrage, etc. Et tout ceci, bien entendu, et comme toujours, dans une complète légèreté sur des rênes fluides. Et oui, c'est un travail répétitif qui engendre la musculation, la soumission et la mise de la masse à la disposition du cavalier. Un cheval de compétition doit travailler ainsi durant au moins 30 à 40 minutes tous les jours. Voyons maintenant le travail sur l'obstacle même. Nous en étions restés dans notre précédente cassette au saut en équilibrage constant. Revoyons-le pour bien nous le remémorer, puisqu'il est notre première base de travail.
cheval dans un équilibrage assez reculé et prenant sa battue sans aucun report de poids sur les épaules au cours de la dernière foulée. Sur des verticaux et sur des petits auxerres. Maintenant, stade plus délicat. Il s'agit d'aller plus loin. Le cheval a déjà appris à ne pas reporter du poids sur son avant-main en abordant l'obstacle, et il lui faut maintenant apprendre au contraire à reporter du poids sur ses hanches. Oh, ce n'est rien d'autre qu'une variation d'équilibrage, oui. Oui, mais en arrivant sur l'obstacle, et ce qui les premières fois étonne le cheval, car ce n'est pas pour lui un geste naturel. Il faut donc, là, avoir beaucoup de patience. Attention, le mouvement ne peut s'effectuer que dans la légèreté. Des actions fortes engendreraient des contractures et les hanches ne pourraient pas s'abaisser. Donc, on doit parvenir à ce que le cheval obéisse à de très légères indications. Les jambes, elles, sont au contraire très actives pour demander l'augmentation d'engagement. Et sans se lasser, il faut arrêter, tant que le cheval offre la moindre des résistances. Comprenez, il ne s'agit pas de passer l'obstacle, mais d'apprendre au cheval ce geste essentiel, le recul de son centre de gravité au cours des foulées précédant la battue. Et il faut recommencer jusqu'à ce que ce report de poids s'effectue facilement, franchement. Toujours à la moindre résistance, arrêter et recommencer. Parfois, le cheval échappe. Et comme dans ce saut, reporte un peu de poids sur ses épaules au cours des 2 dernières foulées. Alors, de nouveau, arrêt, reculer, recommencer. Bien. Ce travail va se poursuivre durant 2 à 3 semaines et au rythme de 5 à 6 sauts chaque jour, afin de bien automatiser, régulariser le mouvement. Par la suite, on l'effectuera de temps en temps en abordant dans un train beaucoup plus rapide afin que le recul du centre de gravité soit plus important. C'est ce que l'on appelle l'exercice dit en action décroissante. Dans notre cassette audio accompagnant ce film, nous expliquons tous les normes intérêts de cet exercice. Nous le travaillons d'abord sur des demi-voltes de 180 degrés, mais par la suite, il s'effectuera sur des courbes d'ampleur variable. Il s'agit de faire prendre la battue au cheval à la fin de son incurvation. Donc d'abord, nous recherchons la régularité du mouvement, sans nous soucier de l'emplacement de battue. Étant très engagé dans un équilibre reculé, le cheval sur de petits obstacles peut aisément sauter, quel que soit l'emplacement de cette battue. L'exercice s'effectue, bien évidemment, à main droite et à main gauche, sur des verticaux comme sur des petits auxerres. Mais par la suite, il faut évidemment que le cavalier puisse régler sa battue. Pour ce faire, d'abord habituer le cheval à défiler parallèlement à l'obstacle en reportant tout son poids sur l'épaule extérieure. C'est l'utilisation des exercices effectués sur le plat, de ce que nous avons appelé le principe de l'épaule en dedans au galop. Ainsi, le cavalier demeure maître de la masse et ne laisse son cheval reprendre la courbe que lorsqu'il voit que la foulée se présente bien. Outre les énormes avantages en compétition, ces sauts en incurvation obligent le cheval à basculer, à décomposer son saut. Cet exercice contribue énormément à lui apprendre à sauter. Voyez-vous, en travaillant ainsi régulièrement, le cavalier acquiert, mais facilement, une précision, une mathématicité de l'abord sur une courbe.
Et le cheval étant, nous l'avons déjà dit, parfaitement engagé, admirablement équilibré, et abordant toujours à un très bon emplacement, ces sauts peuvent s'effectuer sur n'importe quel obstacle, et aussi bien des verticaux que des larges. Et nous arrivons à ce que nous appelons le saut en mécanisation. Le cheval doit travailler au tout petit galop et avec le plus possible de poids sur les hanches. Les obstacles, eux, doivent se prendre de très près et en action constante ou décroissante, mais jamais à ce stade de travail en action croissante. Le cheval ainsi s'habitue à comprimer ses dernières foulées en reportant du poids sur ses hanches. En prenant son obstacle avec un équilibrage très reculé, il est obligé au sommet de sa trajectoire de donner un coup de rein pour basculer. Et il apprend ainsi le véritable geste du saut. Le poids sur les hanches soulage l'avant-main qui s'élève aisément. Le basculement en reportant du poids vers les épaules provoque l'élévation des postérieurs. Ceci encore est un travail répétitif. Il s'agit de mécaniser le geste du saut. Ce saut basculé, grâce à un équilibrage très reculé, et qui n'a absolument rien à voir avec le saut tristement classique que voici, du cheval se rapprochant, tapant dans le pied, en étant sur les épaules. Dans un premier temps, pour que le cheval comprenne bien ce que l'on attend de lui, nous l'avons fait travailler sur des obstacles isolés. Mais ensuite, il faut faire des enchaînements, et sur des obstacles de 1,10 m à 1,20 m. Comprenez qu'il s'agit de mécaniser l'abord et le saut. Après chaque obstacle, revenir immédiatement au même tout petit galop sur les hanches. Et grâce à ce travail, le cheval apprend de plus à rester en complète soumission, à attendre les ordres de son cavalier. Peu à peu également, le saut devient un geste habituel, familier, banal même. Il appartient à l'ensemble du travail, à l'égal d'un changement de pied, d'une incurvation, d'une épaule en dedans. Curieusement, mais normalement, ce style de saut, qui n'est pourtant absolument pas naturel, le devient. Il le devient pour le cheval peu à peu. Trajectoire, remise en place, changement de pied, début d'incurvation. Car tous les 4 à 5 obstacles, il faut effectuer un saut en incurvation en repoussant bien durant la courbe le poids sur l'épaule extérieure. Ainsi, l'obstacle ne déclenche plus chez les chevaux un climat d'énervement, d'excitation. Ils deviennent parfaitement calmes. Et comme vous le voyez, et comme toujours, les rênes sont fluides, le cheval travaille en totale liberté musculaire, donc dans une souplesse intégrale. De plus, grâce à cette souplesse et à cet équilibrage, pour chaque saut, le cheval n'a qu'un minimum d'efforts musculaires à fournir. Il saute dans la facilité, donc dans la tranquillité. La mécanisation, c'est la tranquillité psychique, la décontraction musculaire et la décomposition du geste du saut. Voici l'explication technique, et je dirais même métrée, de ce que nous appelons le saut en automatisation. Ce saut, d'ailleurs, nous l'expliquons alors très longuement dans la cassette audio accompagnant ce film. Ce saut est conditionné par une arrivée à cadence et à foulée constante. Constante, bien entendu, tant que le cavalier ne prend pas la décision qui s'impose dans les dernières foulées. Donc, cadence et foulée constante, mais dans un équilibrage, et c'est ça qui est très important et qui conditionne tout, dans un équilibrage tel que le cheval peut aussi bien reporter du poids sur ses épaules qu'en renvoyer sur ses hanches. C'est ce que je dirais, que j'appelle personnellement l'aiguille à zéro. On est prêt à partir dans un sens ou dans un autre. Bien. Alors par exemple, regardez. Voici un obstacle. Point de vue métrage, nous avons pris un obstacle d'1,40 m. Et voici la zone dans laquelle le cheval peut partir.
Ici, nous nous trouvons à 1,30 m de l'obstacle, c'est le plus proche, et le cheval à ce moment-là est obligé de sauter sur un angle de trajectoire très fort. Ceci est à environ 3 mètres, donc sur un angle de trajectoire beaucoup plus faible. Voici donc la zone dans laquelle le cheval peut partir. Si ce cheval arrive sur des foulées d'environ 3,20 m, de par la loi des probabilités, il va donc se trouver arrivé dans cette zone-là, suivant les cas. Alors vous constatez que, une fois sur deux, même un tout petit peu plus d'une fois sur deux, eh bien, de par la loi des probabilités, le cheval va arriver dans la zone dans laquelle il peut partir. Autrement dit, du moment que les foulées se présentent dans cette zone-là, le cavalier n'a qu'une chose à faire, essentiellement, c'est de régler l'équilibrage. Il n'a pas à changer sa foulée, ou très très peu. Simplement, il varie son équilibrage. Plus le cheval vient près, plus il doit reporter du poids sur les hanches. Plus le cheval part de loin, plus il doit au contraire reporter très légèrement sur les épaules. Maintenant, nous voyons les zones rouges, c'est-à-dire les zones où là, le cheval ne pourrait pas prendre sa battue. Ici, vous avez environ une zone, à peu près une quarantaine de centimètres. Il fait que si, quand le cavalier voit sa foulée, il faut que le cavalier la voie à peu près 3 foulées de l'obstacle, qu'il voit à ce moment-là sa battue. Du moment qu'il voit sa battue, il a encore 2 à 3 foulées pour monter sur une action croissante qui va allonger, très peu, mais qui va allonger légèrement les foulées. Il va rattraper ces 40 à 50 cm. Et finalement, il va donc se trouver, partir dans cette zone-là, avec un cheval ayant reporté légèrement de poids sur ses épaules, et donc se trouver dans l'équilibrage correspondant avec un départ sur un faible angle de trajectoire. Si au contraire le cavalier s'aperçoit qu'il arrive trop près, et vous voyez que cette zone représente à peu près 1,10 m, eh bien sur les 2 à 3 dernières foulées, le cavalier doit donc renvoyer du poids sur ses hanches, sur les hanches du cheval, ce qui a pour effet de diminuer l'amplitude des foulées. Donc, en les diminuant, le cheval va se trouver dans cette zone-là, avec un équilibrage très reculé, correspondant avec un angle de trajectoire assez fort. Alors vous voyez que le problème du réglage de la battue est en réalité un faux problème, ou tout au moins un problème dont on s'exagère beaucoup la difficulté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est sur 2, 3 foulées, même 4 si le cavalier voit de très loin? Mais sur 2 à 3 foulées, qu'est-ce que c'est que de diminuer l'ensemble de ces 2 à 3 foulées de 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m? Ce n'est presque rien. Seulement à condition, ah oui, alors là c'est capital, à condition que le cavalier, lorsqu'il rentre dans sa zone d'abord, ait son cheval dans un équilibrage tel qu'il est maître de sa masse, qu'il peut reporter du poids sur ses hanches ou éventuellement sur les épaules. Mais dans ce cas-là, alors régler la foulée est extrêmement ou relativement très facile. Et maintenant, alors, nous allons voir des sauts en automatisation. Première éventualité, la foulée se présente bien en action constante. Le cavalier a juste à contrôler l'équilibrage pour que celui-ci corresponde à l'angle de trajectoire. Voici les mêmes arrivées en équilibrage constant en compétition. Deuxième éventualité, la battue longue. Dès que le cavalier visualise ses dernières foulées, il monte en laissant le cheval reporter légèrement de poids sur ses épaules. Même saut en compétition. Vous remarquez, le cavalier met son cheval dans le rythme de son galop d'automatisation, et il conservera ce même rythme tant qu'il n'aura pas visualisé son abord. Alors, en l'occurrence, il va monter en action croissante. Troisième éventualité, le cavalier doit diminuer ses dernières foulées et en même temps, bien entendu, reculer l'équilibrage du cheval. Même saut en compétition. Là, le premier saut est en action constante. Voici le deuxième qui maintenant est en action décroissante. À noter
que s'il est bon au stade de la mécanisation de partir de près pour obliger le cheval à décomposer le saut, il n'en est pas de même en compétition. Regardez bien là, comme Paul Schoekemeul comprime ses foulées autant que nécessaire pour ne pas laisser le cheval venir trop près de l'obstacle, car cela implique toujours un risque de faute. Il est important de bien comprendre la différence fondamentale entre la mécanisation et l'automatisation. Aussi, nous vous montrons deux enchaînements réalisés avec le même cheval, mais dans les deux styles différents. Le galop de mécanisation, comme nous l'avons dit, doit être le plus possible sur les hanches. Il s'agit donc là d'un exercice, d'une gymnastique. Et il est bien entendu hors de question de sauter ainsi en compétition. C'est un travail qui prépare le stade suivant et qui sera, lui, justement, celui de l'automatisation, donc alors du saut en compétition. Mais si le travail en mécanisation est un stade dans la formation du cheval, il est également l'exercice de base auquel il faut toujours revenir. Et notamment, chaque fois qu'il a été nécessaire en compétition d'aller vite. Car si on a été vite, cela engendre toujours une certaine excitation du cheval à l'abord de l'obstacle et une tendance à reporter du poids sur ses épaules. Les exercices en mécanisation remettent le cheval sur les hanches et dans le calme. Et voici le même cheval, mais cette fois en automatisation. Pourquoi employons-nous ce terme? Parce qu'à notre avis, il définit assez bien ce style, qui rend l'abord quasi automatique, les variations étant toujours légères. Il est basé sur le principe d'avoir toujours le cheval dans un équilibrage tel que le cavalier peut, à la moindre action, reporter du poids soit sur les hanches, soit vers les épaules. Léger report de poids sur les hanches, voici. Deuxième principe clé, continuer dans le même galop tant que l'on n'a pas visualisé comment se présente l'obstacle. Le cavalier aura toujours le temps d'effectuer le réglage nécessaire. Ah, bien sûr, plus il voit de loin, plus ce réglage se répartira sur un plus grand nombre de foulées et sera peu visible ainsi au spectateur non averti, de lui donnant l'impression que, comme par miracle, la battue se présente toujours bien. Mais répétons-le, même un cavalier visualisant pas très bien aura le temps d'agir s'il a bien conservé son cheval dans un équilibrage et dans un galop lui assurant le parfait contrôle de la masse. Alors précisons une chose. D'habitude, nous disons des jambes toujours non au contact tant qu'elles n'ont pas d'action impulsive à demander. Autant là, dès la rentrée dans la zone d'abord, les jambes doivent se rapprocher et agir ensuite plus ou moins fortement selon les cas, mais toujours impérativement. Voici un autre enchaînement en automatisation, mais réalisé avec un jeune cheval très débutant. Nous le montrons pour bien faire comprendre que ce style sécurise les chevaux. Vous savez, rien n'inquiète ceci comme les à-coups à l'abord, les sauts en difficulté, tels que, tenez, par exemple, et ça nous le voyons tellement souvent, le cheval qui arrive à une bonne place de départ, un peu loin, mais qui ne peut pas prendre sa battue parce qu'il a trop de poids sur ses épaules. Et alors le malheureux est obligé de faire, vous connaissez le terme, d'en taper une, c'est-à-dire de faire une petite foulée précipitée en catastrophe pour se tirer d'affaire. Et ce cas est tellement fréquent que nombre de cavaliers finissent par croire que c'est ainsi qu'il faut sauter. C'est le comble, ils font presque une religion du petit pied, alors qu'il s'agit là d'un saut à proprement parler exécrable. Vous voyez, c'est en raison de l'inquiétude due à ces sauts heurtés que trop de chevaux sont énervés, en défense contre leurs cavaliers, ou cherchent à se précipiter sur les obstacles, principe de la fuite en avant. Rien de tel avec des sauts en automatisation. Les variations sont souples. Selon les cas, le cheval prend sa battue un peu plus loin ou un peu plus près, mais toujours dans un équilibrage correspondant avec l'angle de la trajectoire et donc avec un sentiment de facilité et de totale sécurité. Par ce travail, avec ce style, on peut faire d'un cheval ce que personnellement j'appelle une machine à sauter. Regardez ce jeune cheval. Par instant, il flotte, il hésite, mais il est bien évident, en regardant son travail, que très vite, il va acquérir une totale confiance, et alors son cavalier pourra utiliser tous ses moyens physiques. Bien entendu, entre les obstacles, en permanence, par de légères flexions latérales, s'assurer de la décontraction du cheval. L'automatisation, nous l'avons dit, n'est pas le style avec lequel il est possible d'aller très vite. C'est un saut de précision.
Vous allez maintenant voir que cette automatisation des sauts, telle que nous l'avons décrite, est pratiquée par les cavaliers internationaux de toutes les écoles. Voici Leslie Burr, USA. Analysez bien son travail et vous remarquerez que 1. L'encolure tout le temps est extrêmement relevée et la nuque est toujours le point le plus haut. 2. Après chaque saut, report important de poids sur l'arrière-main pour retrouver le total contrôle de la masse. 3. Le cheval est soumis et attend les ordres. Et 4. Les rênes sont fluides, jamais le cheval ne s'appuie sur la main. Maintenant, école germanique, Fritz Liges. Nous retrouvons 1. Le même placé d'encolure. 2. Ces mêmes renvois sur l'arrière-main grâce justement à ce relèvement d'encolure qui permet aux hanches de s'abaisser. 3. Le cheval est calme, tranquille, il attend les ordres et ceci permet alors au cavalier de travailler, doser l'équilibrage durant les dernières foulées et ceci jusqu'à la battue. Et enfin 4. Rêne fluide, cheval léger. Mais à ce sujet, notez bien sur quelle longueur de rêne Liges travaille. Voici Thomas Frumann, Autriche. Regardez, analysez, et vous retrouverez toujours exactement les 4 mêmes similitudes, notamment ces reports de poids sur l'arrière-main, afin que le cavalier ensuite rentre dans la zone de l'abord en ayant le total, le complet contrôle de la masse, hormis duquel il ne peut exister de mathématicité dans le saut. Et notez aussi la longueur des rênes, comme Liges précédemment, longueur permettant de travailler avec des épaules souples. Maintenant, Hubert Bourdi. Nous avons choisi ce cavalier français car il est un de ceux dont le style se rapproche le plus des cavaliers étrangers. Même relèvement de l'encolure avec nuque en point le plus haut. Mais ce n'est pas commun à tous nos cavaliers. Sur les autres points, il y a des différences. Les reports de poids sur les hanches sont moins importants et surtout moins systématiques. Les rênes sont beaucoup plus courtes. Or, cela implique une foule de conséquences. Des conséquences que nous ne pouvons analyser ici, mais nous le faisons dans la cassette audio accompagnant ce film. Nick Skelton, Grande-Bretagne. Comptez les foulées entre ces 2 obstacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et départ d'assez loin. Vous vous amuserez, en revoyant ce film, à compter le nombre de foulées faites par les cavaliers précédents entre ces 2 mêmes obstacles et à surveiller la hauteur du passage des postérieurs sur le vertical. Cet examen vous aidera à comprendre certaines lois concernant le basculement sur l'obstacle. Par ailleurs, même placé d'encolure, même contrôle de la masse, même soumission et même fluidité des rênes. Lise Edgar, Grande-Bretagne. Notez, car ils sont assez nets avec ce cheval, les variations de cadence des 2 à 3 foulées précédant la battue. C'est une manière pour un cheval d'augmenter très légèrement son élan. Et il ne faut surtout pas confondre variation de cadence et action croissante, car la cadence peut augmenter aussi bien sur une action décroissante. Et maintenant, goûtez l'harmonie des parcours de Lise Edgar. Voyez-vous, nous retrouvons toujours les mêmes principes fondamentaux de la vraie grande équitation d'obstacles, mais réalisés avec une très grande sobriété, une absence complète d'à-coups, de heurts. Tout s'effectue souplement. Et cela ne peut être que grâce à la soumission, à un cheval dressé, habitué à sauter dans le calme. Sur ce point aussi, les explications concernant les principes régissant les demandes de la battue de saut sont longues et nous donnons la cassette audio. Regardez seulement sur nos images des principes de base. Les jambes agissent par pression latérale juste derrière la sangle. Une demande ne s'effectue pas au dernier moment. Elle commence 2 à 3 foulées auparavant, dès que le cavalier a visualisé son abord. L'assiette, surtout pour les départs de très loin, représente la demande impulsive la plus puissante.
Et enfin, le cavalier doit toujours rester derrière son cheval. Effectuer des variations de foulée à l'intérieur d'une combinaison est un travail absolument indispensable pour inculquer au cheval une soumission attentive et pour l'habituer à parfaitement comprendre où se situe la demande de battu. Voici un double à 10,50 m qui vient d'être pris à 2 foulées. Maintenant, 3 foulées. Petit triple avec 9,75 m entre le deuxième et le troisième. Une foulée. Bien. Nouveau passage, cette fois en faisant 2 foulées entre le deuxième et le troisième. Maintenant, 3 foulées. Maintenant, de nouveau, une foulée. Voici un exemple de parcours. Eh bien, en étudiant le tracé, nous allons pouvoir analyser quels sont les impératifs de la compétition. Et donc, ce qu'il va falloir travailler à l'entraînement. Car la compétition, ça doit se travailler à l'entraînement. Or, ce que nous avons fait jusqu'ici ne suffit pas. Le saut en automatisation, c'est très bien, pour transformer un cheval en machine à sauter. Mais ensuite, si l'on veut être compétitif, et surtout à un très haut niveau, il faut transformer le cheval en machine à gagner. Et là, alors, il y a d'autres problèmes. Ces problèmes, d'ailleurs, ils sont en gros de 2 ordres. Le premier, c'est le chronomètre. Il faut pouvoir aller très vite, dans certains cas. Et le deuxième, c'est la souplesse. C'est pouvoir faire des parcours, je dirais, fluides. Tandis que s'il y a des à-coups, on a toutes les chances d'avoir des réactions psychiques, émotives de la part du cheval, avec donc tout ce que cela peut entraîner et de chances de faute. Alors, voyons un tracé. Voilà le poteau de départ. Voici un premier obstacle, deuxième obstacle, troisième obstacle, quatrième obstacle. Nous verrons la suite après. Eh bien, bien entendu, si l'on veut faire un parcours souple et avec la distance la plus courte possible, nous allons commencer par dire, pour partir d'ici, il faut partir au ras du poteau à droite, voilà, et pour aller sauter cet obstacle complètement en travers, dans ce sens-là. Voici donc mon tracé véritable. Ici, pourquoi? La distance là est telle que si le cavalier saute droit, il va peut-être pouvoir tourner ici. Mais ce sera à ce moment-là au prix d'un à-coup, au prix d'une brutalité sur la bouche du cheval, et avec donc les répercussions psychiques dont nous avons parlé. Tandis que si le cheval saute en travers, il a compris. Oh ça, facilement, souplement, il va de lui-même, sans aucun à-coup, tourner. Et nous arrivons sur le 2, même chose, voilà, même chose en travers. Pourquoi en travers? En travers à cause de cet obstacle. Cet obstacle-ci, la même chose, après le 3, nous allons sur le 4. Nous avons intérêt à le prendre également sur une courbe. Il y a donc intérêt à sauter ce 2 légèrement en travers pour souplement continuer ici, avoir cette très légère courbe qui fait que nous allons venir prendre ce 3 sous cet angle, et encore une fois, très souplement et très naturellement, nous allons nous trouver ici. Voilà donc le tracé, qui était le tracé, voyez-vous, de base. Voilà le véritable tracé que le cheval va devoir parcourir. Sauter en travers ne présente aucune difficulté. Au contraire même, car sur un angle léger, le cavalier a la possibilité de placer au mieux sa battue en ouvrant ou fermant légèrement cet angle. Toutefois, bien évidemment, si le cheval ne prend jamais à l'entraînement ces obstacles en travers et que son cavalier le lui demande soudain dans le cadre d'une compétition, il y a risque d'hésitation, de cafouillage et peut-être de dérobée. Ce n'est rien à faire, encore faut-il le faire. Habituer le cheval à tranquillement sauter en travers, aussi bien des verticaux que des larges. Voici maintenant le tracé normal pour aller du 4 au 7 inclus. Et voici le tracé qu'il faut en réalité faire. Du 4, il faut monter par bien sûr la ligne la plus droite jusqu'à la hauteur du 5, à la hauteur de
l'extrémité droite du cintre, de façon à le sauter ici. Ça n'a l'air de rien. Ça montre ici, et un endroit au milieu, ça représente sensiblement 2 mètres. Alors 2 mètres pour monter et 2 mètres pour redescendre, ça fait 4 mètres. Et 4 mètres, ça fait une demi-seconde. Nous sautons donc le 5 tout près de l'oreille de droite. Et ensuite, il y a intérêt à faire ceci. À continuer là, parallèle à l'oreille gauche, et ici, sur les 2 dernières foulées, avoir cette incurvation pour le sauter dans ce sens-là. Nous allons voir pourquoi. Bien. Parce que la distance ici, entre cet obstacle et la ligne de ce triple, est assez courte. Si nous sautons cet obstacle droit, nous allons devoir effectuer une courbe assez sévère d'environ 130 degrés. Et sur une distance courte, il va donc falloir la faire peut-être avec un certain à-coup. Et surtout avec l'énorme risque que sur cette courbe serrée, on se retrouve en fin de courbe avec un poids qui est parti sur l'épaule extérieure. Et que le cavalier ait du mal et peu de temps pour rattraper le poids sur l'épaule extérieure avant l'entrée dans le triple. Et là, il y a un très gros risque de faute ou de dérobé, de gêne pour le cheval. Alors que si l'on a débordé légèrement ici, on a fait un peu plus de terrain, oui, mais on le retrouve là, donc ça n'a pas d'importance. Et que l'on a pris cet obstacle légèrement en diagonale, le mouvement alors devient souple, la courbe est beaucoup moins forte, et on va se retrouver à l'entrée du triple, 2 foulées avant l'entrée du triple, parfaitement droit, et avec un cheval équilibré. Le triple, lui, bien sûr, le tracé ne change pas. Voilà donc, du 4 au 7, le bon tracé. Ces impératifs de la compétition nous obligent donc à travailler à l'entraînement 2 choses. Premièrement, à arriver droit sur l'oreille de l'obstacle, ou même très légèrement face à l'extérieur de cette oreille, et incurver sur les 2 à 3 dernières foulées pour sauter légèrement en travers. Ce n'est rien. Encore une fois, ce n'est rien, mais faut-il que le cheval y soit parfaitement habitué. Il faut le faire à droite et à gauche, sur des verticaux et sur des larges. Nous avons un triple à sauter. Le seul problème d'une combinaison réside dans l'emplacement de la battue sur le premier obstacle. Pour un saut isolé, il n'est pas grave de partir plus près ou plus loin. Pas pour entrer dans une combinaison. Là, il faut que la battue soit prise à la distance correspondante avec la trajectoire souhaitée. Il faut donc s'habituer à l'entraînement, à placer ces battues exactement où on le désire. Là, battu près. Voyez-vous, c'est un travail qu'il faut beaucoup pratiquer à l'entraînement et en multipliant les variations de distance. C'est aussi un excellent travail de visualisation pour le cavalier. C'est un travail qui conjugue tout. 1, l'obligation d'avoir un cheval dans un équilibre donnant le total contrôle de sa masse. 2, la soumission attentive du cheval aux ordres du cavalier. 3, des variations d'équilibrage et d'amplitude de foulée. 4, la visualisation du cavalier et la souple coordination de ses actions. La battue moyenne. Maintenant, battue beaucoup plus longue. Et toujours faire ces réglages en arrivant dans le même train. Continuons notre parcours pour aller du 7 au 11 inclus. Voyez, voici par exemple un cas qui se produit dans certains parcours. Nous devons, après le triple, nous devons aller sur cet obstacle 8. Mais le passage entre celui-ci et celui-ci est très étroit, 6 à 7 mètres. Eh bien là, un cavalier ne pourra pas passer s'il n'a pas travaillé son cheval, comme nous vous l'avons montré dans les sauts en incurvation, en habituant le cheval à attaquer ces obstacles en pouvant être incurvé d'un côté avec report de poids sur l'épaule extérieure. Si le cheval a été travaillé comme ça, alors il n'y a aucun problème pour effectuer ce tracé idéal qui va donner ceci. Bien entendu, comme pour les autres obstacles, si on prend cet obstacle en travers et que le cheval est habitué à sauter en incurvation, alors ce mouvement-là ne pose vraiment aucun problème. Pour aller du 9 au 10, bien entendu, par le chemin le plus court, mais ici nous allons sauter également, comme précédemment, sur
l'extrémité droite de l'obstacle, puisque tout de suite après, nous devons tourner très serré pour venir sur le 11. Alors qu'est-ce que nous apprend ce passage entre le 9 et le 10? Que nous avons un énorme intérêt à pouvoir sauter le 10 en action décroissante. Car si le cavalier attaque son obstacle en action constante, ou alors action croissante, je n'en parle même pas, il va fatalement déborder et il va devoir soit avoir une action brutale, avec les conséquences, et de toute façon, il va déborder sur ce tracé. Alors que si il a la possibilité, par le dressage, s'il a la possibilité de pouvoir diminuer ces 3 dernières foulées de façon à venir prendre l'obstacle de près en action décroissante et donc sur une trajectoire très courte, tout naturellement et très facilement, il va tourner très serré et va se retrouver ici. Donc, voici pour ce passage le bon tracé. Revoyons pour mémoire un saut en incurvation avec, au début du mouvement, un net report de poids sur l'épaule extérieure. Et maintenant, gymnastiquons notre cheval à prendre à la demande un obstacle en action décroissante, c'est-à-dire à arriver vite, très vite même, mais à la fin d'un recul du centre de gravité, engendrant un ralentissement, sauter au tout petit galop. Maintenant, à bord plus rapide, et remarquez pourtant, comme un cheval habitué, dressé, obéit dans le calme à des actions ultra légères, sans aucune tension de rêne, engendrant des contractures et des résistances. Et maintenant, terminons notre parcours pour aller du 11 au 14, inclus. Bien entendu, puisque ce 11, nous le prenons légèrement de travers, tout naturellement, nous allons passer ici pour aller vers le 12. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce passage entre le 11 et le 12? Eh bien, il nous apprend que là, il y a une certaine distance, mettons une cinquantaine de mètres, ce qui se passe dans certains parcours. Il faut donc impérativement pouvoir, au moins sur 30, 35 de ces 50 mètres, aller à toute allure. Et bien sûr, alors ça demande d'avoir un cheval parfaitement dressé et habitué à revenir en 3 foulées au petit galop contrôlé après un déboulé total. Voici donc le 12, et alors là, le 12, nous avons intérêt à, au contraire, au lieu de rester sur la gauche de l'obstacle, à venir, mettant en travers, au contraire, sur la droite. Là, nous perdons 2 mètres et 2 mètres, 4 mètres. Oui, mais en faisant ceci, toujours en ayant une légère incurvation avant de sauter, nous allons les rattraper largement. Les 4 mètres que nous perdons là, nous en gagnons environ 8 à 10 ici, très souplement. Et là, bien entendu, cet obstacle, il y a intérêt à venir le sauter dans l'extrémité gauche, de façon à être à l'endroit le plus près par rapport à la ligne du chronomètre. Voici donc, pour aller du 11 au 14 jusqu'à la fin du parcours, quel est le meilleur tracé. Tous les jours, il faut faire effectuer au cheval des allongements très forts, très rapides, et revenir en quelques foulées au galop rassemblé, au galop de base. C'est une grande erreur de rester toujours à l'entraînement dans un train sensiblement égal. Le jour où en compétition, il est nécessaire d'aller beaucoup plus vite, le risque est grand de voir le cheval non habitué à ce train s'énerver, s'exciter, et au moment de la nécessaire reprise, se mettre en défense. Tandis que si quotidiennement, sur 30, 40 mètres, on allonge très fort son cheval, pour ensuite revenir en 3 foulées au petit galop, ce déboulé devient un mouvement habituel, n'engendrant aucune excitation, aucun trouble. Et de plus, la chose est excellente psychologiquement. Les chevaux aiment galoper. Ils éprouvent un plaisir, une détente, à de temps en temps effectuer un démarrage sur quelques dizaines de mètres. Voyez-vous, une vieille formule d'autrefois disait « Les cavaliers rapides forment l'aristocratie de l'équitation d'obstacles ». En effet, sauter un obstacle sans le renverser, c'est bien. Mais le faire avec la même sûreté et à toute allure, c'est beaucoup plus difficile. Les très grands cavaliers sont ceux qui ont la précision, mais qui peuvent en même temps aller très vite. Pour cela, il y a 2 éléments. Le tracé, bien entendu, savoir tourner très court, sauter en incurvation. Mais il faut aussi pouvoir galoper très vite, c'est ce que nous appelons l'utilisation du facteur élan. Voici un parcours de travail d'un jeune cavalier travaillant l'utilisation de l'élan. Et à ce sujet, une anecdote. En 1976, le champion du monde d'obstacles de l'époque, le grand Stenken, s'est interrogé publiquement au sujet d'un jeune cavalier français de 18 ans nommé Christophe Cuillet. « Il faut être lucide », a dit Stenken.
Nous tournons aussi court que lui, or pourtant, il nous bat au chronomètre. Pourquoi? Eh bien, le pourquoi tenait au travail en action décroissante, qui permet des accélérations fulgurantes lors de la réception d'obstacles, puisque le cavalier est assuré que par la suite, à la moindre demande de sa part, le cheval reculera son centre de gravité. Les principaux cavaliers français actuels ont un excellent sens du train, héritage de l'équitation latine. Il est dommage qu'ils n'aient pas intégré à leur technique le recul du centre de gravité par action décroissante, ce qui leur donnerait, lors de parcours très rapides, une plus grande sécurité quant à la précision du saut. Voyez-vous, dans tous les sports, on prépare la compétition. Eh bien, d'une façon quasi générale. Je dirais qu'en équitation, ce n'est pas vrai. On ne la prépare pas. On s'entraîne à sauter des obstacles. Mais on ne s'entraîne pas dans l'esprit de la compétition et dans ce qu'il va falloir faire pour pouvoir triompher. Voyez-vous, il ne suffit pas de s'entraîner à sauter. Il faut s'entraîner à gagner. Pour finir cette cassette, regardons celui, Paul Schockemöhl, qui est indubitablement le maître actuel de l'équitation d'obstacles. Celui qui a su faire la synthèse. Car il n'a pas le style de l'équitation germanique tel qu'elle fut pratiquée par son frère Alvin, mais il en a conservé l'héritage concernant les décontractions et l'engagement du cheval. La synthèse avec l'équitation anglaise, à laquelle il a pris l'équilibre du cavalier et les variations d'équilibrage à la bord. La synthèse avec les équitations britanniques et américaines, auxquelles il a pris la légèreté grâce au relevé complet de l'encolure permettant l'abaissement des hanches. La synthèse avec l'équitation latine, à laquelle cependant il n'a pas pris tout ce que l'on peut adopter de sa technique et de son utilisation, du train, donc de la vitesse et donc de l'élan. Regardez ce style, représentant le grand stade actuel car tout évolue et se perfectionne, le grand stade actuel de l'équitation d'obstacles. Ce style est germanique. C'est dommage. Si la politique politicienne de beaucoup de dirigeants équestres de chez nous n'avait pas été ce que, de tout temps, elle a été, ce style aurait pu être, aujourd'hui, celui des cavaliers français, de l'équitation française.